Je vous présente aujourd'hui notre 436e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, énormément de nos compatriotes se posent des questions, n'ont pas de nouvelles quant au comité Jeanne. Pourriez-vous nous en dire deux mots, s'il vous plaît, Président? Je voudrais demander à toutes les personnes qui ont écrit et qui sont très nombreuses et qui ne reçoivent pas de réponse immédiate que nous sommes en train de mettre en place un système administratif, mais inopiné, puisque nous n'avions pas prévu ce genre de développement. Et donc je leur demande un peu de patience, ils recevront des réponses à leur courrier et les cartes qu'ils ont souscrites. Par conséquent, il n'y a aucun problème dans ce domaine-là, tout marche bien. D'une part. Et d'autre part, je voudrais faire une communication qui me peine, parce qu'elle touche à la disparition de deux de nos amis, une que nous avons inhumée hier à Grimaud, dans le Var, qui est l'épouse de Jean-Louis Bougreau, qui était le président exécutif du groupe du Front National au Parlement, j'allais dire au Parlement, non mais au Conseil régional de PACA, d'une part, et d'autre part la disparition d'Annie Philippon, qui est morte ce matin à 6 h, et qui était la secrétaire départementale de Paris, avant que ce ne soit M. Vallerand de Saint-Just. Voilà, ces deux personnes, deux amies, deux militantes fidèles et dévouées. Et je voudrais qu'on ait une petite pensée pour elles ce matin. Voilà. Oui, sincères condoléances. Bien alors, revenons s'il vous plaît au Parlement européen qui vient de refuser de nouvelles discussions quant à l'exemption de visa pour les citoyens turcs. Il demande à Ankara de respecter les 72 critères fixés par l'Union européenne. Madame Merkel se serait-elle engagée un peu vite selon vous? Madame Merkel est probablement dans une impasse. Elle s'est laissée entraîner pour des raisons d'actualité et d'opportunité à traiter avec M. Erdogan, le président turc, qui est quelqu'un de beaucoup plus redoutable qu'il n'y paraît, puisqu'il s'efforce d'obtenir d'ailleurs maintenant des pouvoirs quasi-dictatoriaux qui le mettront à la tête d'un pays de 90 millions d'habitants musulmans, je le rappelle, d'un pays qui n'est pas européen du tout, ni par sa tradition, ni par son langage, ni par son passé culturel et historique. Il a été, la Turquie est un grand pays, mais a toujours pratiquement été un ennemi de l'Europe, n'est-ce pas, qu'elle a occupé d'ailleurs en partie pendant de nombreux siècles. Cela étant, je crois que Madame Merkel, j'ai d'ailleurs un petit peu tensé dans la dernière émission, puisque j'ai dit que c'était Isabeau Merkel, et qu'elle avait fait un pacte avec un pacte indécent avec le président turc, et elle s'était engagée en particulier à permettre aux Turcs de voyager sans visa dans toute l'Europe, ce qui est extraordinaire, extravagant, et d'autre part, verser une somme considérable, je crois que c'est 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros, oui. À M. Erdogan, et en plus à favoriser les démarches qui tendent à l'entrée de la Turquie dans l'espace européen, dans l'Union européenne. Alors, pour toutes ces raisons, nous avons condamné cette initiative qui semble actuellement être en panne, parce que M. Erdogan ne remplit pas et ne remplira pas, bien évidemment, surtout si c'est sur l'ordre ou à la demande de Mme Merkel, ne remplira pas les conditions élémentaires qui devraient s'imposer à lui. Alors j'espère que cette affaire mettra fin à cette initiative malheureuse. Et alors la présidente du Brésil a été suspendue hier de ses fonctions par le Sénat. Est-ce légitime? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la constitution brésilienne. Madame Rousseff était, on le sait, le successeur de M. Lula, et ce sont une femme de gauche, pour ne pas dire d'extrême gauche, et qui semble aux prises aujourd'hui avec les échecs de sa politique et une réaction populaire brésilienne très forte, très violente. J'ai dit l'autre jour la déception qui a été la nôtre et celle de tous ceux qui pensaient que ces pays émergents d'Amérique du Sud allaient jouer un grand rôle dans la politique mondiale. Eh bien, il semble que non, ils sont bloqués par des faiblesses internes qui tiennent à la corruption, qui tiennent aussi à l'immensité d'un territoire comme le Brésil. On a peine à imaginer
ce que sont ces territoires. Bref, alors Madame Rousseff est aux prises avec son passé, et je crains qu'elle ne soit, enfin pour elle, qu'elle ne soit définitivement éjectée de la scène politique brésilienne. Alors, le révérend évangéliste noir américain Jesse Jackson dément avoir dîné intentionnellement avec vous. Serait-ce si grave de conséquences que de partager votre pain, Président? Écoutez, ça c'est une preuve du terrorisme Intellectuel. Intellectuel, du terrorisme médiatique qui règne dans le monde, on peut dire. Parce qu'enfin, je suis invité à dîner avec Jesse Jackson. Jesse Jackson, c'est le successeur de Martin Luther King, oui. Un noir américain protestant, ça. Et tout à fait normalement, je suis heureux de le rencontrer. J'ai rencontré d'autres leaders américains de la communauté noire en d'autres temps, mais lui, je ne le connaissais pas. Et évidemment, quand on a publié, peut-être un peu trop vite, la photo de notre dîner, il a été l'objet de pressions extraordinaires, telles qu'il a dû, en quelque sorte, se désolidariser de la position qu'il avait prise. Il est bien évident que moi, je n'ai pas pris Jesse Jackson en otage, oui. Et que j'ai eu pendant toute cette soirée avec lui, et à travers un interprète, parce que je ne parle pas suffisamment bien anglais pour entretenir une conversation avec quelqu'un qui ne parle pas français, eh bien, conversation très amicale, très cordiale, qu'il a d'ailleurs conclu lui-même, et de sa propre initiative, par un petit mot manuscrit, très flatteur, si j'ose dire. Mais il semble qu'il ait été l'objet de pressions extraordinaires, et que les gens se soient étonnés, indignés, que j'ai pu dîner avec un leader charismatique noir américain. Mais ces gens-là ignorent que la première fois que j'ai été élu député il y a plus de 60 ans, mon deuxième de liste était un Antillais, qui était de surcroît pilote de Normandie-Niemen, que j'ai, je ne sais pas, je crois que c'est 3 ou 4 filleuls noirs, que j'ai par conséquent une relation tout à fait détendue à la fois avec les Africains, que j'ai été reçu en Afrique par des chefs d'État africains à plusieurs reprises, que j'ai été sénateur de la communauté à laquelle participaient tous les gens qui sont devenus en 58, après l'indépendance, les leaders de tous les pays de l'Afrique francophone. Voilà. Bon, c'est donc l'inculture et le terrorisme intellectuel. On ne fréquente pas Jean-Marie Le Pen, même à dîner, et il faut obtenir de mon commensal comment dirais-je, un retrait, même un petit mensonge ou un gros mensonge en disant, je sais pas, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas connu, c'est par hasard que j'étais là, toutes choses qui sont évidemment démenties par la photo que nous avons publiée. Bien entendu. Alors ce mercredi, enfin, la commission paritaire validait la loi de lutte contre le terrorisme. Cependant, l'État laisse les ultra-gauches se livrer à de véritables clauses de banditisme et de terrorisme. Quel est votre avis à ce propos, Président ? Ben, je ne voudrais pas être à la place de M. Hollande, qui est entre le zig et le zag, si j'ose dire, et ce qui donne à son allure cette démarche étonnante et titubante. En effet, il y a une contradiction formelle entre la volonté affichée de lutter contre le terrorisme et tout ce qui lui est adjacent. Le terrorisme n'est pas un phénomène unique qui naît comme cela, ex nihilo. Il y a un terreau. Et ce terreau est constitué par l'agitation de l'extrême gauche, laquelle semble bénéficier tout de même de la part du gouvernement français d'une certaine indulgence. Bon, bien sûr, alors qu'il y a 300 policiers qui ont été blessés au cours des manifestations initiées par la Nuit debout, qui se passe à 6 d'ailleurs, enfin bref, et donc on s'attendait à des réactions très fortes. Il y a une chose qui m'étonne, moi je vais donner un conseil au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre par la même occasion. Pourquoi ne pas utiliser les canons à eau pour disperser les manifestations violentes qui sont organisées, et pourquoi exiger des forces de police un contact direct qui forcément
et générateur de violence. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi on ne veut pas faire, à moins qu'on veuille laisser se développer ce phénomène d'agitation pour recréer, qui sait, les conditions d'un mai 68, faire quelques dizaines d'années plus tard, quelque chose qui permettrait à M. Hollande de surfer, à moins que ce ne soit M. Valls ou M. Macron ou M. Montebourg, on ne sait pas, parce que le mouvement socialiste a l'air singulièrement dispersé. Et alors la fronde contre la loi travail et l'article 49.3 de Valls se poursuit. Assiste-t-on en définitive à une explosion de la gauche? Oui, je pense que ce dont je viens de parler, qui est un peu redondant avec la question précédente, je pense que le Parti socialiste est très divisé, la gauche est très divisée, et elle ne maîtrise plus la politique française alors qu'elle est en charge du gouvernement et de la présidence de la République. Par conséquent, l'année qui vient va être certainement turbulente. Et alors Bruno Gollnisch, député européen, membre du bureau politique du Front National, avait donné sa démission à la présidente Marine Le Pen. Celle-ci lui a refusé. Qu'en pensez-vous? Écoutez, toute cette histoire me peine un peu, parce que j'avais, avec Bruno Gollnisch d'ailleurs, et Madame Arnautu, jugé que la motion du bureau politique du Front National qui critiquait leur présence à la manifestation dans laquelle je déposais une gerbe à la statue de Jeanne d'Arc le 1er mai était indécente, scandaleuse, et que la revendication qu'il faisait d'une démission des 2 dirigeants du Front National qui avaient assisté à cette manifestation était scandaleuse. Et il semble que Marine Le Pen ait convaincu Bruno Gollnisch de la nécessité de démissionner, je pense sous condition qu'elle refuse sa démission. Ça ne me paraît pas clair. Moi, je n'aurais pas fait cela. Moi, voilà, c'est très clair. Mais néanmoins, je laisse chacun responsable de ses actes. Bruno Gollnisch est un ami très fidèle, très ancien, auquel je suis lié par une profonde affection. On peut très bien, à un moment donné, être en désaccord sur une stratégie ou une tactique quelconque. C'est le cas aujourd'hui. Alors les familles des victimes des attentats ne paieront pas les impôts de leurs proches. Qu'en pensez-vous? Oui, ça me paraît assez logique, ça, que l'État, qui n'a pas été en mesure de protéger la vie de la famille de ces gens-là, fasse tout de même un petit geste en leur faveur sur le plan financier. C'est la moindre des choses. Moi, je pensais d'ailleurs que depuis qu'il y a des phénomènes terroristes, je pensais qu'il eût été beaucoup plus simple, plutôt que de créer des organisations nouvelles ou des législations nouvelles, d'assimiler les victimes de terrorisme aux victimes de guerre. Il y a une législation, il y a un ministère des anciens combattants et victimes de guerre, tout cela s'inscrivait dans une logique qui n'a pas été suivie, ce qui n'est pas étonnant chez nous, il faut le dire. Alors à cet effet, plusieurs généraux français se soulèvent contre la Grande Muette. Le général Tauzin, d'ailleurs, vient de déclarer sa candidature à l'occasion des élections présidentielles à venir. Que pensez-vous de lui en particulier? Écoutez, je ne connais pas le général Tauzin. Je pense que l'armée française est dans un tel état de déréliction qu'un certain nombre de ses chefs ne peuvent pas s'empêcher, parce que leur conscience leur ordonne, de dire la vérité au peuple français. Beaucoup ne le font pas. Alors il y a l'institution de ce qu'on appelle le 2S, n'est-ce pas? Il y a des généraux qui sont à la retraite, mais qui sont susceptibles éventuellement d'être rappelés au service, ce qui est une manière de les tenir, d'ailleurs, il faut le dire. Eh bien, malgré cela, un certain nombre de gens ont cru pouvoir manifester. Le général Picmal à Calais, M. Tauzin ou d'autres généraux, le général de gendarmerie qui a rompu un petit peu avec la tradition de la Grande Muette. Eh bien, ça prouve tout de même que l'armée française et ses chefs est dans un état tel qu'elle lance un cri d'alerte au pays et aux citoyens français qu'elle est chargée de défendre et dont elle semble dire qu'elle n'en a plus les moyens. Alors, lors de l'anniversaire du centenaire de la bataille de Verdun,
son 100e exactement, qui se déroulera le 29 mai prochain, le maire de la ville en question a invité le rappeur Black M. D'après vous, est-ce une triste provocation? Je pense que de la maladie mentale, ça c'est... On devrait soigner le maire de Verdun. Parce que inviter un rappeur qui s'est fait connaître par des déclarations ou des chansons violemment anti-françaises à commémorer ou exalter le souvenir des morts de la bataille de Verdun lors de son centenaire, c'est quelque chose tellement extravagant que je pense que la première des choses serait déjà de passer la camisole au maire de Verdun. Pour le reste, faire les choses, comment dirais-je, simplement. Il y a une chorale de l'armée française. Oui. Eh bien, elle pourrait chanter à cette occasion. Qui sait, pourquoi pas. Même la butte rouge de Montéus, n'est-ce pas? Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. On était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. En coula-t-il du sang sur cette terre, sang d'ouvriers ou sang de paysans? Car les canailles qui sont cause des guerres les font jamais, ce ne sont que les innocents. La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Maintenant, il y a une vigne, il y pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Montéus, auteur anarchiste converti au patriotisme par la mort de son fils, d'ailleurs, au champ d'honneur. Voilà, on aurait pu faire ça, mais... C'est superbe. Merci beaucoup. Alors, des milliers de pèlerins, ce week-end de Pentecôte, quitteront Notre-Dame de Paris demain matin à l'aube. D'autres quitteront Notre-Dame de Chartres, la cathédrale de Chartres. Et tous ces braves gens marcheront à pied, les uns jusqu'à Notre-Dame de Chartres, les autres jusqu'à Notre-Dame de Paris. Oui. Les pèlerinages de Pentecôte, qui sera consacré particulièrement cette année aux chrétiens d'Orient persécutés. Mon Dieu. Qu'en pensez-vous? La cause est belle et les moyens que nous avons d'y subvenir, de soutenir sont bien modestes et bien médiocres. J'attendais, je dois le dire, de TSPF, le très Saint-Père François, oui. N'est-ce pas, un geste qui soit plus significatif de sa solidarité avec les chrétiens d'Orient, martyrisés à peu près dans tous les pays où ils se situent, où ils sont oui. Habitants. Et non, le très Saint-Père a voulu faire un geste en faveur des musulmans, cette espèce de désir d'ouverture permanent est quelque chose d'inquiétant, parce qu'à force de s'ouvrir, ils vont finir par tomber dans l'ouverture. Oui, c'est de la démagogie. Je ne sais pas, je suis trop humble chrétien pour juger ces hautes autorités spirituelles, mais en mon fort intérieur, je suis un peu choqué, je dois le dire. Mais je vous comprends. Avez-vous quelques lectures, Président, aujourd'hui? Oui, j'ai une lecture policière. J'ai lu un livre de l'ancien commissaire René-Georges Kéry, qui s'appelle de Messrine ou de Mérine, doit-on dire. Non, Mérine. De Mérine à DSK. Je pense que DSK vient faire là-dedans, mais enfin, bref, c'est l'histoire d'un flic, c'est les vérités d'un grand flic. Il se qualifie lui-même de grand flic, et ça veut dire que c'est un socialiste. Par conséquent, c'est normal qu'il s'attribue quelques mérites supplémentaires. Mais le livre est amusant à lire, est intéressant. C'est la carrière d'un policier de grande volée, très brillant. Malheureusement, il porte quelques jugements sur les hommes politiques et pas sur Le Pen, parce que, pas de chance, il est parti en 2002. Ben, je vous remercie infiniment, cher Président. De Mérine à DSK. Quelles éditions? Jean-Claude Gourevitch. Voilà. Bien. Alors, je vous remercie. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.